Savez-vous qu'un bébé sur 40 qui naît dans le monde est un jumeau et que ce chiffre ne cesse d'augmenter depuis les années 70? Bonjour, je suis Camille, maman de jumeaux et hôte de Coup Double, le podcast qui explore l'univers de la parentalité multiple. Chaque semaine, à travers des récits sincères de parents de jumeaux, des échanges avec des experts ou des conseils concrets inspirés de mon propre vécu de maman, je vous accompagne dans les hauts et les bas de cette aventure unique qui est celle d'être parent de jumeaux. Alors bienvenue dans l'univers exceptionnel et fascinant de la gémellité. Bienvenue sur Coup Double. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Coup Double. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode à deux voix, j'ai le plaisir d'accueillir Lucie, qui est maman d'Arthur et Barthélemy, ses jumeaux, qui ont traversé une épreuve avant même leur naissance, avec le fameux STT, le syndrome transfuseur-transfusé. Lucie est une grande angoissée, c'est même elle qui le dit. Et quand elle a appris sa grossesse monocoriale, elle redoutait une seule chose, celle de se voir diagnostiquer un STT. Et très tôt dans sa grossesse, le diagnostic tombe et ce qu'elle redoute est confirmé. Cette annonce est brutale et plonge immédiatement Lucie et son conjoint Félix face à une multitude d'incertitudes et d'angoisses. Parce qu'au-delà du choc initial, tout au long de la grossesse, ils vont être confrontés aux nombreux choix qui accompagnent le STT. Garder les deux bébés ou choisir l'intervention sélective de grossesse que leur proposent les médecins, ou accepter l'intervention par fœtoscopie laser pour agir sur le STT, mais qui augmente considérablement le risque de fausse couche. Cette grossesse, ils la vivent avec la peur de faire un choix pour l'un, au détriment de la santé et des chances de survie de l'autre. Alors dans cet épisode, Lucie nous raconte avec sincérité son récit de grossesse, ponctué par, comme vous l'avez compris, de nombreux doutes et des dilemmes. Elle nous explique aussi concrètement ce qu'est le STT et en quoi consiste l'opération par fœtoscopie laser qu'elle a eue pendant sa grossesse pour agir sur le syndrome. Enfin, elle revient sur la naissance prématurée d'Arthur et Barthélemy et sur le combat qu'ils ont mené pour être aujourd'hui deux bébés en parfaite santé. Alors maintenant, je vous laisse écouter le témoignage de Lucie qui est rempli d'émotions mais aussi d'espoir et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Lucie. Salut Camille. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui pour parler d'un sujet qui fait peur à beaucoup de futurs parents de jumeaux, le fameux STT, syndrome transfuseur-transfusé. Est-ce que déjà, pour commencer, tu peux te présenter en quelques mots pour que tout le monde sache qui tu es avant de connaître ton histoire? Je suis Lucie, j'ai 31 ans, j'habite en région parisienne et je suis mariée avec Félix et ensemble on a deux petits miracles qui sont arrivés en octobre dernier. Arthur et Barthélemy qui ont du coup maintenant 4 mois et on a un petit chat aussi qui s'appelle Yasmine. Quand tu as su, toi, que tu attendais du coup tes bébés, à la base du coup ton bébé, quand tu as su que tu étais enceinte, est-ce que du coup ça faisait longtemps que vous étiez en projet bébé ou voilà, c'est quelque chose qui arrivait assez rapidement? Alors, ça c'est toujours la question. Nous, ça faisait pas si longtemps que ça. Enfin voilà, c'était attendu. Ça faisait plusieurs mois qu'on essayait. Après, moi, ça me paraissait déjà beaucoup trop long. Ouais. C'est quelques petits mois, donc c'est pour ça à chaque fois, c'est une question qui me fait sourire parce que selon certains, 6 mois, c'est rien. D'autres, c'est énorme. Donc voilà, ça faisait quelques mois qu'on attendait ça. Quand tu as su que tu étais enceinte, du coup, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que les débuts de grossesse ont été simples? Comment tu as appris cette nouvelle et qu'est-ce qui s'est passé dans les premiers jours après l'annonce de la grossesse? Alors c'était assez rigolo parce que c'était au mois de mars je suis tombée enceinte au mois de mars, j'ai appris ma grossesse début avril et au mois de mars c'était pile le mois où je commençais à me dire bon, ça va peut-être prendre plus de temps que prévu pour ce projet-là, donc il est peut-être temps que je trouve d'autres projets, que j'accepte que ça peut prendre du temps et que bon, même si on dit toujours qu'il faut pas y penser, on n'arrête jamais d'y penser, mais j'avais peut-être pris un petit peu plus de recul par rapport à ça. Et donc je m'y attendais pas du tout et c'est vraiment en fait des signaux, enfin c'est rigolo, pourtant j'étais persuadée de pas être enceinte et j'ai fait un rêve où j'avais un test de grossesse positif et je suis allée déjeuner avec une copine, mais vraiment moi je me plaignais en disant: «Oh là là, ça marche pas», enfin j'étais encore dans ce mood-là, hein. Vraiment je commençais à en parler autour de moi en disant: «Mais c'est pas normal» et cetera. Et j'ai déjeuné avec une copine où j'ai un peu discuté de mon état, du moment où j'étais vraiment très, très fatiguée. Enfin voilà et tout ça a fait que, un soir en rentrant du boulot, je me suis dit: «Bon, je vais m'enlever cette idée de la tête, je vais faire un test de grossesse», mais alors vraiment j'étais pas convaincue, je l'ai fait, je l'ai laissé dans la salle de bain, je suis allée préparer mon dîner, enfin je l'ai complètement oublié là et quand je suis revenue peut-être une demi heure plus tard et que j'ai vu écrit enceinte de 3 semaines, je me suis dit: «Mais, OK, bon, bah, ça y est» et vraiment, je m'y attendais plus du tout et donc c'était super chouette. Évidemment, j'ai tout de suite écrit à Félix, mon mari, pour qu'il rachète, 15 tests de grossesse sur le chemin
du retour du boulot que j'ai fait. Voilà, je vérifiais tous les jours que c'était toujours bon. Et puis, je suis allée faire ma petite prise de sang. Enfin, c'était positif. Mais grande angoissée que je suis, j'étais toujours persuadée que il pouvait toujours se passer mille choses. Et c'était d'ailleurs assez rigolo parce que sur le chemin de l'échographie de datation qu'on a faite, en plus moi j'avais déjà des bons gros symptômes, hein, ça a vite commencé. Ça me rassurait un petit peu d'être déjà très nauséeuse en me disant tant que j'ai des symptômes, Ouais, c'est ce qu'on dit. c'est C'est un peut-être mal bon pour un bien. signe. C'est ça, mais je me souviens très bien, comme j'étais déjà bien malade, on avait pris le taxi pour aller faire l'échographie, et je me souviens dans le taxi dire à Félix, t'emballe pas, prépare-toi, si ça se trouve, c'est un œuf clair, si ça se trouve, j'ai déjà fait une fausse couche, on ne sait pas. Enfin, vraiment, je le préparais un peu au pire, parce que on se complète bien là-dessus. Moi, je suis très pessimiste et lui est toujours très optimiste. Mais voilà, je le préparais à tout ça, et c'est vrai que du coup, quand on est arrivé à l'échographie de datation et qu'au bout de 5 minutes, même pas 10 secondes d'échographie, on nous a annoncé qu'il n'y en avait pas un, mais deux, et qu'ils étaient bien là. Ça a été une sacrée surprise, hein. Moi, j'ai Ouais. rigolé nerveusement et Félix s'est écrié «Oh, strike!» C'était assez rigolo. Passer la surprise, là, justement, de la première écho, quand vous apprenez qu'ils sont 2, déjà, toi, est-ce que pendant l'échographie aussi, ils t'expliquent au-delà de ça, voilà, tu as la surprise, ils sont 2, est-ce qu'ils t'expliquent déjà, est-ce qu'ils peuvent le voir, si c'est des monozygotes, des dizygotes, qu'est-ce que ça implique, l'une ou l'autre, grossesse? Alors, c'était encore très tôt, donc j'étais à 9 semaines au moment de cette échographie-là. Et du coup, ma gynécologue qui a pratiqué l'échographie avait un petit doute, du coup, si c'était monocorial ou bicorial. Et elle nous a expliqué justement que si c'était Alors, elle était quasiment sûre qu'il y avait deux sacs. Ça, donc, que c'était biamniotique. Ça, elle nous l'a confirmé assez vite. Et après, du coup, elle nous a expliqué. Alors, elle nous a expliqué, mais moi j'étais dans un état tel qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est enregistré à ce moment-là, et Ouais, pour t'as pas Félix trop non plus, retenu? hein. Exactement, mais je me souviens qu'elle nous a expliqué que selon le type, que du coup on ferait l'échographie du premier trimestre 3 semaines après, et que selon le type de grossesse que ce serait, soit il y aurait un suivi tous les mois, soit il y aurait un suivi tous les 15 jours. Pour, alors là, X ou Y raison. Enfin, en même temps, elle n'en a pas fait des caisses non plus, parce que je pense qu'elle voulait pas nous alarmer plus que ça. Et elle nous a juste dit, bah là, il faut vous inscrire très vite dans une maternité, au moins niveau 2 quelque chose, ou niveau 3, et vous ferez les échographies là-bas parce que c'est, enfin, surtout si c'est monocorial, un suivi en ville est pas possible. Elle était très optimiste, à nous expliquer que tout pouvait très très bien se passer, parce que pour la petite histoire, moi j'ai mon frère et ma belle-sœur qui ont eu des jumeaux juste un an avant moi, mon accouchement, et ça a été une grossesse compliquée. Alors c'était une grossesse Bibi, mais qui s'est finie par un accouchement prématuré, de la néonate, beaucoup d'angoisse, et donc forcément moi quand on m'a annoncé Forcément, tu des te projettes jumeaux, un peu, ouais, sur l'histoire, exactement. de ton frère et ta belle-sœur. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais besoin d'être rassurée, mais à ce moment-là, donc voilà, on nous a un peu donné l'état des lieux de ce que pouvait être une grossesse gémellaire, les deux possibilités, mais bon, à ce moment-là, on n'y a pas prêté trop attention et on était plus dans l'euphorie de la chose. Et c'est après que, en revenant à la maison, après avoir un peu redescendu, que là, je me suis dit, je vais aller regarder s'il y avait des histoires de complications, allons regarder ça. Fameuse grande angoissée, comme tu disais, tu as voulu aller regarder un petit peu, ce qu'il en était. Tout à fait. Quelle n'a pas été Alors mon du coup, erreur. qu'est-ce que tu as trouvé à ce moment-là? Et bah du coup, forcément, dès qu'on tape grossesse monocoriale, déjà bon, il faut se souvenir du terme monocorial, mais une fois qu'on l'a retenu, qu'on le tape sur Internet, tout de suite, on tombe sur le STT. C'est vraiment l'un des premiers résultats de recherche là-dessus. Et je me souviens avoir lu ça et tout de suite être allée voir Félix en lui disant là, il faut qu'on prie dès qu'on aura des heures, genre 11h11, 22h22, minuit, enfin dès qu'on a des cils qui tombent sur la joue ou tous les trucs où on peut faire un vœu, il faut qu'on souhaite que ce soit pas une grossesse monocoriale parce que il peut nous arriver ça et s'il nous arrive ça, c'est horrible. Enfin voilà, vraiment, je suis partie dans Mmh. des angoisses terribles comme je pense que toute personne qui voit ça, parce que il y a un côté aussi où quand on apprend qu'on va avoir des jumeaux, il y a un côté très extraordinaire et enfin, on n'a vraiment pas envie de les perdre, quoi. Même si, en fait, toute grossesse, on n'a pas du tout envie de perdre son bébé. Mais moi, il y avait vraiment quelque chose du domaine de l'extraordinaire, de cette grossesse spontanée, gémellaire qui s'installe. Et quand j'ai vu qu'on pouvait en perdre un, enfin, je sais pas, ça a vraiment activé quelque chose. Et pour moi, il était impensable
de les perdre. Enfin, c'était viscéral. Et donc, forcément, l'angoisse est tout de suite montée de ce syndrome-là. Je voyais aussi qu'il y avait souvent des questions de retard de croissance in utero, mais qui me faisaient moins peur parce que il y a moins le mot mort in utero associé au RCIU, alors qu'au STT, c'est quand même, enfin voilà, ça va souvent de pair, hein. On lit souvent STT et fausse couche ou mort in utero de un ou des deux bébés, c'est souvent raccordé, quoi. Donc du coup, 3 semaines plus tard, après cette première écho, tu retournes faire une deuxième échographie. Là, à ce moment-là, qu'est-ce qui t'annonce? Est-ce qu'il confirme le fait que c'est une grossesse monocoriale? Est-ce que finalement c'est une bicoriale? Ça a été vraiment 3 semaines très longues parce que d'attendre de savoir et se monter la tête avec toutes ces problématiques et surtout moi qui projette toujours le pire, j'étais tout de suite persuadée qu'on allait avoir ça. Bon, ça a pas joué en ma faveur, j'imagine, mais malheureusement le cerveau fonctionne comme il fonctionne et donc on est arrivé à cette échographie. Alors, moi j'étais vraiment dans un état d'angoisse, terrible. Enfin, j'avais un espèce de pressentiment, j'avais pas dormi de la nuit, enfin, c'était vraiment une angoisse, hyper profonde dont j'arrivais pas à me détacher et j'arrivais pas à m'auto-rassurer en me disant: «Mais non, ça va aller» et ça n'a pas manqué parce qu'on est arrivé du coup, pour faire, l'échographie et très rapidement, la gynécologue m'a dit: «Oh là là, allez faire pipi, revenez dans 2 minutes, on verra mieux» et cetera et en fait, elle m'a envoyée là-bas pour dire à mon conjoint: «Bon, en fait, ça va pas et qu'est-ce qu'on lui dit?» Ah waouh! et ouais, donc Parce mon que toi, conjoint tu lui était avais dit, en arrivant que tu étais quand même très stressée par rapport à ça? Pour que du coup, non, elle mais elle souhaite d'abord l'annoncer à ton compagnon? alors je lui avais pas forcément dit, mais elle c'est elle qui me suivait depuis mes 18 ans, donc elle me connaît quand même, Ouais. bien. Elle sait que je suis d'une nature, stressée et puis je pense qu'elle a un peu paniqué aussi. Voilà, bon après elle fait des échographies dans des hôpitaux, mais enfin, je pense que c'est jamais agréable de voir, quelque chose qui va pas dès une première échographie et donc finalement je suis revenue et là elle m'a expliqué, elle m'a dit: «Bah voilà, on a, un des 2 bébés qui est sensiblement plus gros que l'autre, qui a sensiblement plus de liquide et qui a ce qu'on appelle une méga vessie qui faisait plus de bah, c'était des à ce moment-là ils étaient tout petits hein, et ça faisait la moitié de son corps enfin vraiment on voyait sur l'échographie une vessie enfin quand elle m'a montré ce qu'était la vessie dessus je me suis dit oh là là mais bon ok ça part mal et notre donc ça c'était JA Arthur et JB Barthélemy lui avait déjà une vessie presque invisible en fait mais qui était pas encore si petite que ça. Et donc à ce moment-là, elle nous explique, elle commence par nous parler de maladies, de trisomie, enfin de ces choses-là auxquelles on réfléchit d'abord. Et en fait, là, c'est en nous expliquant ça qu'on a l'impression que ça se connecte dans sa tête et qu'elle fait: «Oh là là, mais attendez, il y a qu'un seul placenta. Oh, alors ce serait un STT extrêmement précoce». Enfin et en fait, au moment où elle nous dit ça, on sent la panique qui l'envahit aussi ou du coup, forcément, nous, on panique aussi, hein, ou voilà, elle nous dit: «Bah, en fait, c'est soit l'un, soit l'autre», elle nous dit: Si c'est un problème sur l'un des bébés, bah, il va falloir faire une, interruption sélective de grossesse sur l'un, mais ça peut préserver l'autre. Si c'est le STT, malheureusement, c'est les 2 qui peuvent être dans la sauce, quoi». Donc nous, on ressort de là, douche froide. Alors elle est quand même restée avec nous, hein. Elle nous a gardés vraiment, plus d'1 heure et demie, en consultation et elle a appelé avec nous au début. Elle nous a orientés comme on habitait à ce moment-là à Paris dans le 10e arrondissement, elle nous orientait vers l'hôpital Robert Debré et impossible de enfin, elle est restée avec nous pendant 1 heure pour essayer de les joindre et que j'ai un rendez-vous pour une échographie, de référence, enfin vraiment plus précise et c'était compliqué de les avoir mais voilà, elle a continué, elle a joué Elle a la pas carte de lâché. du médecin, voilà, pour que j'ai mon rendez-vous qui a été fixé 1 semaine plus tard, donc c'était vraiment une semaine très, très longue d'attente, mais on est ressorti de là. Alors moi, en plus, c'était vraiment, l'angoisse absolue qui se réalise quoi, tout le monde me disait: «Mais non, t'inquiète pas, ça va aller, mais non, t'inquiète pas, ça va aller» et en fait, bah non, ça allait pas Bien et sûr. Par rapport à ce que toi, tu avais pu lire et apprendre, sur internet, en amont, est-ce qu'elle t'apprend des choses supplémentaires sur le STT, sur, la manière dont on peut traiter le STT? Qu'est-ce qu'elle te dit alors à ce moment-là? non, même, c'était même l'inverse. Elle était plutôt, dans le discours de l'interruption de grossesse, hein, et elle m'a pas vraiment parlé de traitement possible. Pareil, si c'était plus une, malformation d'un des 2 bébés, c'était interruption sélective. Enfin, elle était plutôt dans ce mood-là, assez fataliste aussi, mais bon après c'est les médecins, hein, enfin ils sont souvent très pessimistes.
Et il faut chercher en soi la petite lumière pour pouvoir garder un peu le cap. Mais non, elle m'a pas appris grand-chose, à part que c'était dans tous les cas très compliqué, que malheureusement c'était des choses qui arrivaient et ça sonnait vraiment fin de grossesse. Enfin, moi je suis sortie de là, on avait l'impression de s'être pris un rouleau compresseur 15 fois dans la figure. Ce jour-là, je pense, a été l'un des jours les plus difficiles de la grossesse et c'était que le début, j'étais à 12 semaines. Et en fait, c'est ça qu'elle nous a dit surtout, c'est que si c'est un STT aussi précoce que ça, il n'y a pas d'issue favorable, quoi. C'est ça, parce que généralement, à quel moment est-ce que ça se signale, ça se déclenche et à quel moment c'est détecté dans une grossesse généralement? Alors, ça peut arriver à n'importe quel moment, en fait, mais c'est plus souvent au deuxième trimestre. Et en fait, selon le moment où est détecté le STT, soit c'est tôt dans la grossesse, et donc là, il y a la fétoscopie qui peut être faite, l'opération que moi j'ai eue, on y reviendra, ou si c'est plus tard dans la grossesse, c'est surveillé pour essayer, en fait, si ça arrive après le stade de viabilité des fœtus, en fait, c'est plus de la surveillance pour prévoir un accouchement d'extrême prématurité ou de très grande prématurité. Mais dans ces cas-là, il n'y a pas d'opérations qui sont faites parce que dans tous les cas, l'opération risque de déclencher l'accouchement aussi. Donc c'est plus de la surveillance. Mais ça arrive quand même souvent plus autour de 20 semaines. Entre 20 et 26 semaines en fait. Donc moi, à 12 semaines, c'était un STT très, très précoce. Moi, tu l'as dit, hein, tu l'as très mal vécu. Comment tu le vis cette semaine d'attente jusqu'au prochain rendez-vous? Oh, c'était très long. Alors j'ai eu de la chance parce que enfin au boulot ils ont été hyper compréhensifs. À ce moment-là, j'étais pas encore arrêtée. J'avais eu un certificat pour faire pas mal de télétravail parce que vraiment j'étais assez malade. Alors justement, je me suis raccrochée au fait que j'avais des nausées énormes, que du coup j'imaginais. Alors après, savoir est-ce qu'il y en a toujours un, est-ce qu'il y en a toujours deux. À ce Mmh. moment-là, on les sent pas bouger du tout, etc. Mais je me raccrochais un peu à tous ces symptômes. Et surtout, j'y allais demi-journée par demi-journée, hein. C'était, allez, OK. Là, l'échographie était un mercredi. Bah, alors j'ai passé le mercredi, à pleurer toutes les larmes de mon corps et après, je suis pas mal restée chez mes parents aussi qui habitent, à 40 minutes de chez nous à ce moment-là. Donc, j'en profite pour me faire bichonner et vraiment c'était OK, alors, là on passe la nuit, ensuite on passe la demi-journée, ensuite on passe, l'autre demi-journée, puis on repasse la nuit. C'était vraiment petit objectif par petit objectif pour passer le temps et puis, de l'atarax, pour dormir un peu quoi. Enfin c'était du bricolage, pour pas mourir d'angoisse en fait, hein, clairement. Ouais, ouais, pour essayer de passer cette semaine. Du coup, arrive le rendez-vous. Comment se passe le rendez-vous et qu'est-ce qui t'annonce finalement pour tes deux bébés? Alors, ce rendez-vous-là se passe finalement plutôt bien parce que on fait donc l'échographie. Alors ça a été la redondance de chaque échographie que j'ai passée, parce qu'après, à partir de ce moment-là, on va dire, j'ai commencé à avoir 1 à 2 échographies par semaine qui se sont toujours faites dans le silence et dans le noir absolu, sans aucun mot de prononcé. Certains médecins étaient gentils, me faisaient quand même écouter les 2 cœurs au début de l'échographie, mais quand ils le faisaient pas, bon, bah, j'étais vraiment, comme ça à attendre, Ouais, c'est très que pesant, j'imagine. c'est ça. Et donc là, ça n'a pas loupé. Première échographie dans cet hôpital-là avec, enfin, vraiment que des spécialistes. Et alors là, l'échographie se passe plutôt bien où on me dit que ça n'a pas beaucoup bougé, que c'est plutôt stable, que ça peut se résorber. Que par contre, ils me disent comme ça rapidement qu'ils ont vu une petite anomalie sur le cœur, de mon JA, donc de mon gros bébé, le futur, transfusé mais que bon, en même temps, à ce stade-là, c'est tellement petit et tellement, enfin, c'est difficile de voir quelque chose pour de vrai et donc je fais dans la foulée la prise de sang de la DPNI et on m'envoie au DAN, là, au diagnostic anténatal et on me dit que pour l'instant, c'est plutôt stable, qu'il faut pas paniquer, mais qu'on me refixe une échographie dans 15 jours, quand j'aurai vraiment entamé le second trimestre, où là, il y aura quand même plus de visibilité. Donc là, on repart sur les 15 jours vraiment les plus longs de l'histoire de ma vie. Mais d'un autre côté, comme l'échographie avait, enfin, ils étaient
plus positif que la fois précédente. Je suis partie en week-end à la Baule avec mes copines. Je suis un peu ressortie de chez moi. J'ai repris le boulot tranquillement en télétravail. J'essayais de me nourrir vraiment. Donc là, c'était un peu ma petite bouffée d'air frais de cette grossesse où ça a été le moment où je me suis dit, allez, en plus de commencer à avoir un petit ventre, etc. Donc voilà, ça a été 15 jours où j'étais pas non plus hyper sereine, mais ils avaient quand même réussi à me rassurer. Après, bon voilà, hein, ils avaient toujours enfin, c'était toujours le discours de me dire, dans tous les cas, oui, échographie dans 15 jours, si ça lâche, quoi. Enfin, on peut pas vous garantir que quand vous reviendrez dans 15 jours, tout sera parfait, mais en tout cas, à ce stade-là, il y avait pas pour eux d'alerte particulière. C'était pas parfait, mais c'était pas non plus hyper inquiétant. Du coup, échographie suivante, après 15 jours. Échographie suivante, donc là j'arrive un peu la boule au ventre aussi en me disant parce que en fait c'était toujours, il y avait une échéance de quand pour l'instant ça va, on se dit l'échéance arrive, soit on me confirme que ça va et c'est super et j'ai des Ouais. nouvelles, soit tout bascule et en fait je quitte un peu cette petite zone de, pas dire de confort, mais où finalement c'est pas la cata. Donc j'arrive avec beaucoup d'appréhension à l'échographie, qu'en même temps j'attendais vraiment impatiemment, mais voilà, c'était vraiment très paradoxal comme sentiment. Et heureusement, il y avait Félix aussi qui, à ce moment-là, il venait à toutes les échographies avec moi pour pouvoir avoir lui aussi des informations et qu'on soit à deux pour affronter les nouvelles. Et donc là, l'échographie, le coup prétombe STT. Il le confirme assez rapidement et en plus de ça, il me confirme que la petite anomalie qu'ils avaient vue sur le cœur de mon JA est toujours présente et on la voit de mieux en mieux. Donc là, on m'explique que le lendemain matin à 10 heures, j'ai rendez-vous à Necker et que c'est avec eux. On m'explique les deux options. On me dit, bah, soit vous faites une interruption sélective, soit vous faites la fétoscopie laser. C'est eux qui vous diront parce que nous, c'est plus de notre ressort, quoi. Donc, ils me disent juste si je fais l'interruption sélective, ils m'ont dit que là, je pouvais la faire chez eux parce que eux savaient la pratiquer, mais pour la fétoscopie laser, non. Et en fait, on me laisse après, enfin, voilà, avec Félix, on nous donne juste ces informations-là. Et je trouve que c'est ça qui a été le plus difficile, c'est que c'est normal, c'est des médecins, ils n'ont pas leur place c'est pas leur place de nous consoler ou de prendre des pincettes, mais après on est renvoyé en salle d'attente au milieu de plein de gens hyper heureux de leur échographie. On n'a que nos yeux pour pleurer et c'est une angoisse de l'attente du rendez-vous du lendemain. Donc là aussi, ça a été un moment assez difficile. À ce moment-là, on me parle juste d'interruption sélective, mais on me dit pas lequel. Et c'est justement toute la question qui s'est jouée le lendemain, donc au rendez-vous de Necker, où ils me confirment bien le STT. Et là, ils prennent vraiment le temps de nous expliquer beaucoup de choses. On m'envoie dans la foulée passer une échographie avec un cardiopédiatre qui du coup fait l'échographie du cœur d'Arthur. Et c'est là où on nous explique que normalement, vu l'ampleur du STT et vu le stade précoce auquel il est détecté, habituellement, le protocole, c'est l'interruption sélective. Et là où nous, on a entre guillemets de la chance dans notre malheur, c'est qu'ils nous disent qu'ils sont bien incapables de nous proposer cette solution-là, parce que normalement, c'est le plus petit, en fait, c'est le transfuseur qui est interrompu, parce que Ouais. c'est celui qui a le moins de chances de s'en sortir puisqu'il n'a plus aucune ressource. Et dans notre cas, donc Barthélemy. Mais le problème étant que Arthur a la cardiopathie qui est alors c'était une sténose pulmonaire. Enfin bon, voilà, j'ai plus exactement les termes parce que spoiler alert, ça a été infirmé. Enfin, d'abord pendant la grossesse, ça s'est tassé, ça a été infirmé à la naissance. Donc j'ai plus fait plus attention que ça au terme. Mais à ce moment-là, on nous annonce que ils sont bien incapables de nous dire lequel des deux a le plus de chances de s'en sortir. Parce qu'avec une cardiopathie, le cœur peut s'arrêter n'importe quand. Mais Mhm. bon, c'est notre bébé le plus costaud, donc celui qui a quand même plus de vie pour s'en sortir. Et que bah, Barthélemy, lui, il est vraiment tout petit et il va falloir qu'il survive, enfin, qu'il survive malgré tout ça. Mais lui, il n'a pas d'anomalie nulle part, quoi. Donc, c'est grâce, entre guillemets, à ça qu'on nous a proposé de faire la fameuse fétoscopie laser en nous disant, bah, pour vous, soit vous faites rien, mais dans ces cas-là, c'est 90% de chances de perdre vos deux bébés ou d'en perdre au moins un et d'avoir aussi des grosses anomalies. Enfin, c'est avec un risque de handicap très, très élevé.
soit c'est la fétoscopie laser ou bah, c'est une opération, hein. Enfin, c'est un geste chirurgical qui est quand même assez invasif et avec un risque de fausse couche. Alors, à Necker, ils nous donnent aucun chiffre en nous disant, on peut enfin voilà, on n'a pas assez de recul dessus, parce qu'ils l'ont mise en ça fait à peine plus de 20 ans, en fait, qu'elle est pratiquée la fétoscopie et c'est même pas une centaine d'opérations, je crois, par an, enfin quelque chose comme ça. Donc, ça permet pas d'avoir, alors je me trompe peut-être sur les chiffres, mais en tout cas, moi, c'est ça que j'avais en tête. Et en tout cas, ils nous donnent pas de chiffres, mais sur Internet et partout, on trouve à peu près les mêmes chiffres donnés par des médecins de Necker eux-mêmes, où on a 50% de chances de perdre au moins un bébé et 20% de chances de perdre les deux. C'est des chiffres qui font quand même peur à ce stade-là. La seule chose qui nous a conforté dans l'idée de faire ce geste, parce que c'est vrai aussi qu'on se demande nous, on se disait, mais est-ce que c'est pas non plus forcer le destin que d'aller faire cette opération? Parce que on voulait aussi, on se demandait, est-ce qu'il faut pas laisser faire la nature? Est-ce que si ces bébés ils sont comme ça, c'est qu'ils étaient destinés à ne pas naître? Est-ce qu'il faut qu'on, enfin, c'est mille questions hein, qui à ce moment-là surgissent. Et ce qui nous a beaucoup conforté dans notre idée, c'est que le docteur nous a expliqué que en fait, si ils ne survivent pas à l'opération, au geste, c'est qu'ils étaient destinés à ne pas survivre dans tous les cas, en fait. Donc, en gros, c'est on précipitait pas non plus le risque de fausse couche, en fait, resterait identique que même, enfin, moins élevé, mais si fausse couche il y avait, c'est que dans tous les cas, ils auraient pas tenu la grossesse sans ce geste. Parce que voilà, il y avait ça, il y avait est-ce que on les maintient en vie en faisant trop, ou est-ce qu'on va pas aller aussi provoquer la fausse couche là où il y en aurait peut-être pas eu. Donc finalement, ils ont eu un discours aussi très alarmiste, mais ils ont réussi à trouver des mots pour nous apaiser un petit peu aussi sur notre choix, parce que c'était pas, ça coulait pas de source que pour nous. Ça a été vraiment des discussions. Alors, on a eu de la chance, c'est qu'on était plutôt d'accord avec Félix de bout en bout. Il était Ouais, hors vous de avez pris question la pour nous. décision directement ou est-ce que vous avez pris le temps de la réflexion aussi avant de donner votre décision au corps médical? Alors, on l'a prise quand même assez rapidement, mais l'opération a été... En fait, j'ai eu un rendez-vous du coup à Necker. Ils nous ont laissé une petite semaine de réflexion. On a reprévu parce que à ce moment-là, j'étais à 15 semaines et ils préféraient attendre au moins 16 ou 17 semaines. Le mieux, c'est d'attendre 17 semaines pour faire l'opération parce qu'avant c'est un petit peu tôt et les risques de fausse couche sont un peu plus élevés. Alors 16, je crois, je sais plus si c'est 16 ou 17 semaines, mais à ce moment-là, ça commence à baisser, mais c'est pas non plus l'idéal. Mais Hmm. donc c'était pas encore critique à ce moment-là, c'était un STT avancé, je crois que j'étais stade 3, mais c'était pas le maximum du stade 3, et donc ils nous ont quand même laissé une semaine de réflexion. On est revenu le lundi suivant pour faire l'échographie, et là on a donné notre accord, et le lendemain, en fait, je suis revenue le lendemain matin pour faire l'opération, donc ça s'est passé quand même assez vite, quoi. Mais c'est pareil, c'était encore une semaine d'attente où on se demande, en fait, c'était terrible parce que je me promenais avec mon ventre en me disant, c'est peut-être les derniers jours où j'ai ce ventre Hmm. et c'est peut-être moi qui le provoque, en fait. Enfin voilà, c'était vraiment, là encore, pas hyper fun. Ouais, très dur, j'imagine. Mm. En quoi, du coup, consiste l'opération? Déjà, qu'est-ce qui se passe? Et puis, qu'est-ce que les médecins font pendant cette opération, justement, pour agir sur le STT? Alors, bah ça, c'était ma grande question aussi au début. Je comprenais rien. J'ai demandé, je crois qu'il y a trois quatre médecins qui m'ont fait un dessin de ce qui se passait concrètement, parce que moi, je voulais aussi contrôler un peu ce qui se passait et ce qu'on faisait et pourquoi on le faisait, etc., etc. Et puis être au fait, en fait, de ce qui allait m'arriver, mais ce qui allait arriver Bien aussi à mes sûr. bébés. Et très concrètement, en fait, le STT, il est provoqué, donc ça arrive dans les grossesses monocoriales, donc avec un seul placenta. Donc chaque bébé est implanté avec son propre cordon sur ce placenta. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, les cordons, ils ont toujours des petites communications entre eux. C'est des anastomoses, vraiment. Tout ça, c'est un système veineux, artériel, enfin classique. Et normalement, dans 85 à 90% des cas, ces échanges se font de façon parfaitement équilibrée. Et dans 10 à 15% des cas, justement, il y a un gros déséquilibre dans ces échanges, ce qui fait que les apports d'un des bébés, en fait, vont
pour schématiser, vont vers l'autre. Donc on se retrouve avec un bébé donneur, le transfuseur, et un bébé receveur, le transfusé. Donc l'un qui a double d'apport, l'autre qui en a pas du tout. Et c'est pour ça en fait qu'on repère ça beaucoup au liquide et à la taille des vessies, parce qu'en fait le bébé qui donne tout, il a quasiment rien à filtrer finalement, donc il a une toute petite vessie et donc il fait très peu d'urine et il a plus beaucoup de liquide. Et le bébé receveur, lui, à l'inverse, il a une méga vessie parce qu'il reçoit beaucoup trop et il nage dans une quantité de liquide énorme. Et c'est ça aussi qui peut être compliqué parce que cette quantité de liquide peut donner l'impression au corps qu'on arrive en fin de grossesse. Parce que ça prend tellement de place, ça fait grossir le ventre très très vite aussi. Et c'est un des, voilà, c'est un des risques de fausse couche est provoqué par la quantité de liquide. Je crois qu'avant, quand il y avait des STT, souvent, ils drainaient beaucoup le liquide. En fait, c'était un des premiers gestes qui était fait. Moi, on m'en a drainé aussi, justement, pour éviter ce risque de fausse couche. Mais donc voilà, donc ça c'est ce que c'est que le STT. Ouais. La fétoscopie laser, en fait, le principe c'est qu'ils font un petit trou dans le ventre et par ce petit trou, ils passent un laser en fait équipé d'une petite caméra qui va aller repérer du coup toutes ces anastomoses, toutes ces Mhm. petites connexions Les entre les connexions. cordons. Voilà, et le but c'est vraiment toutes de les couper. Pour, en fait, finalement, ça fait comme si chaque bébé avait son propre placenta. On coupe les liens de ce système monocorial pour essayer d'obtenir euh, artificiellement un espèce de modèle bicorial. Ok. Et donc ça, c'est assez complexe parce qu'il y en a vraiment des toutes petites. Alors moi, j'ai pas tout vu, mais je sais qu'au moment de mon accouchement, les médecins ont demandé aux infirmières d'aller récupérer mon placenta qui était déjà parti dans les déchets organiques pour le prendre en photo parce qu'apparemment, on voyait super bien l'opération du STT avec toutes ces petites coupures. Et donc voilà, c'est ça le geste qui est fait. Et ensuite, ils drainent du liquide et ils en profitent pour faire un cariotype, enfin, quand on donne son accord sur ce liquide. Et concrètement, pour moi, ça a été une arrivée à l'hôpital assez tôt le matin, à jeun. Félix a eu un arrêt de travail pendant 3 jours pour pouvoir m'accompagner à l'opération et rester avec moi pendant les 2 jours suivants. Ouais. Je suis partie, en fait, c'est un peu comme quand on part pour une césarienne. On m'a emmenée, on m'a fait. Alors, c'était pas une péridurale, là, enfin, j'étais complètement droguée, hein. On m'a donné Ouais. du comment ça s'appelle? Un dérivé du fentanyl. Donc j'étais, mais alors complètement perché. Et c'était assez rigolo parce que il m'avait mis les petites lunettes à oxygène dans le nez. Oui. Et Mhm. alors ça me démangeait et Félix a passé toute l'opération à me gratter le nez parce que ça me démangeait énormément. J'en pouvais plus. J'ai fait une fixette là-dessus. Le pauvre en plus, lui, il entendait tous les bips, tout. Moi, j'ai vraiment fait complètement abstraction du fait que j'étais en train de me faire opérer. J'étais juste avec C'est mon ça. nez qui me démangeait, à vouloir bouger mes bras, mais qui étaient accrochés, perfusés. Enfin, donc, et puis il y avait une gentille infirmière qui m'avait mis de la musique pour m'apaiser un peu et je faisais que râler parce qu'il y avait des pubs et c'était hyper fort et ça m'énervait. Enfin, mais moi j'en ai vraiment très peu de souvenirs parce que c'est un vrai blackout, ce qui est pas plus mal parce que au moins j'étais stone. Ouais, C'est bien pour sûr. Félix que Mm. c'était peut-être un peu plus compliqué à gérer. Et après, par contre, la redescente de l'opération, quand j'étais en salle de réveil, j'ai eu l'impression, je me suis dit, oh là là, mais vraiment, enfin, ça m'a conforté dans l'idée que je ne consommerai jamais de drogue parce que la redescente est vraiment difficile. Enfin, j'ai eu, je suis passée de mon petit nuage à mon trou 15 pieds sous terre Mm. où je me suis rappelé en fait pourquoi j'étais là, ce que je vivais. Ouais, Et, le euh, retour à et la réalité très brutal, ouais. Mm. Exactement, où on m'a quand même très vite informé du fait que le geste, en tout cas, avait été une réussite en tant que tel, qu'il n'y avait pas eu de problème particulier. Par Super. contre, il s'était rendu compte que Barthélemy avait vraiment un territoire tout petit pour se développer, et donc qu'il ne savait pas s'il allait pouvoir se développer suffisamment en fait pour arriver Ouais. à un stade de viabilité. Et là, en fait, j'ai eu 48 heures de surveillance à l'hôpital où, alors, ils ont été vraiment gentils parce qu'ils m'ont mis une chambre un peu loin de toutes les chambres de maman, parce que c'est à la maternité, hein, c'est à l'étage de la maternité que Mm. j'ai séjourné. Et là, j'ai eu 3 échographies par jour sur les 48 heures. Donc, à chaque fois, c'était vraiment le coup de stress pour savoir où est-ce qu'on en serait et si tout le monde était encore là. Et c'est assez, j'ai trouvé ça, enfin,
comment dire, un petit signe de mes bébés parce que c'est là qu'ils m'ont fait leur premier petit coup. Petit C'est mouvement, au ouais, moment génial. de... Ouais, c'était juste après ça où... Alors c'était vraiment... moi d'ailleurs, pour la petite anecdote, la gynéco qui me fait une des premières échographies après le geste du STT me dit: «Ah, vous les sentez?» Je dis: «Bah non, puis surtout là, pas mal de gaz, donc je sais pas trop». Elle me dit: «Non, non, Mmh. mais c'est pas des gaz, c'est vos bébés». Et parce que je lui explique un peu et en fait elle me dit parce que elle voyait en fait au moment où je lui disais ah bah là je sais pas trop, elle voyait les mouvements sur l'échographie et en Ouais. fait j'ai appris à comprendre que ça c'était mes bébés et que c'était tout nouveau, ça faisait vraiment que depuis l'opération que je sentais ces petits Mmh. mouvements et ça m'a permis en fait je l'ai vu un peu comme un petit geste de leur part pour me dire on va bien, on est là, on va bien, t'inquiète pas et je les ressentais et j'étais alors difficile de savoir si les deux bougeaient, qui bougeait, etc. Bien Mais au moins sûr. j'avais Mmh. des petits gestes et ça Des m'a petits beaucoup signes de rassurée. vie, ouais, que tu C'est sentais. ça, Mmh. exactement. Et donc après 48 heures, on m'a annoncé que bah voilà, pour l'instant c'était une réussite, que je pouvais rentrer chez moi, mais que par contre j'allais avoir un suivi hebdomadaire, voire bi-hebdomadaire, qu'au moindre doute, moindre même cauchemar, enfin moindre ressenti négatif, il fallait que je vienne aux urgences. Ah ouais. Que vraiment quand il y avait un doute, il y a pas de doute, Mmh. et que je me repose énormément et que ça restait en fait, l'opération en tant que telle, ça met pas fin à toutes les angoisses parce qu'il en reste j'avais toujours un JA avec une cardiopathie, j'avais un JB où on savait pas s'il allait pouvoir, se développer et surtout que, le risque d'accouchement prématuré, une fois qu'on a fait un geste invasif, lors dans le cadre de la grossesse, Mmh. il reste assez Plus élevé? poussé donc Mmh. voilà. Donc OK. on reste avec des angoisses, mais c'était déjà une première étape de passer et un premier soulagement et c'est là où je me suis dit: «Bah, si s'ils sont restés accrochés après ça, c'est qu'ils en veulent. Enfin, ils Ouais. sont là, ils sont accrochés et Mmh. ils veulent pas lâcher donc allez, on y croit». Ça marche. Question tout à fait naïve, je ne sais pas si tu as la réponse. Est-ce qu'il peut y avoir une récidive après l'opération du STT ou est-ce que c'est voilà, définitivement fini, le risque est derrière toi? Et non, il peut y avoir des récidives effectivement. Ça, c'est alors c'est vrai que moi je m'en inquiétais pas trop parce que en fait je sais pas pourquoi j'avais plus l'inquiétude de la récidive de STT. Alors à chaque fois que j'allais passer mes échographies, ils me confirmaient bien qu'il n'y avait pas de récidive. Ouais, Mais c'est maintenant que tu reposes la question, c'est vrai que ça me reparle, mais c'était j'avais plus l'angoisse de la récidive. J'avais d'autres angoisses, mais par contre ça peut arriver. J'avais même vu un témoignage d'une maman qui disait qu'elle avait dû se faire opérer 2 fois. OK. Et que la deuxième fois, parce qu'ils avaient oublié quelques petites anastomoses qui n'avaient pas été Mmh. coupées. Et voilà. Mais c'est vrai que là-dessus, bon, bah, moi, ça m'avait pas plus traumatisé que ça, l'idée que ça puisse récidiver, parce que je crois que je m'étais dit que non. C'était, enfin, vraiment, c'était sorti de mon prisme de réalité. Ouais. Une récidive n'existait pas dans mon monde. OK, donc suite à l'opération qui est une réussite, qu'est-ce qui se passe pour, bah, du coup, la suite de ta grossesse? Comment est-ce que ça évolue après, après cette opération? Et ben là, on a été vraiment, semaine par semaine. Donc, chaque semaine, j'allais pour mon échographie, à Necker. Donc là, pareil, à chaque fois, une salle, sombre, avec, un grand silence. Parfois, on m'expliquait quelques petites choses, parfois, rien du tout. Mais bon, on apprend très vite à reconnaître les Dopplers, à voir si s'ils sont bons, s'ils sont pas bons, à reconnaître les battements de cœur, à voir, quel bébé est où. Enfin, vraiment, moi, j'essayais de bien comprendre ce qui se passait Mmh. pour déchiffrer toute seule mes échographies. Bon, comme je pense toutes les mamans de jumeaux, il y en a toujours un qui se cache, il y en a toujours un qui est pas dans Ouais. le bon sens. Donc, ça prend des heures. Puis moi, en fait, il faisait vraiment des échographies de morphologie complète à chaque fois. Donc, j'en avais pour 1 heure et demie, voire 2 heures d'échographie chaque semaine. Hem et donc à chaque fois, on me faisait les poids et on suivait la courbe. Mais bon, dès qu'on passe d'un médecin à un autre, ils ont pas exactement la même façon de calculer le poids. Donc parfois, en fait, on avait une prise de poids énorme pour les 2 et parfois la semaine d'après, une prise de poids bien moindre et c'était vraiment semaine par semaine et moi, mon mood de la semaine allait dépendre de l'échographie et du résultat de l'échographie.
Et, et en fait, assez rapidement, ils ont commencé à me parler. Dans tous les cas, on m'a dit que je dépasserais pas les 32 semaines de grossesse. On m'avait parlé de 34 semaines rapidement à un moment, mais ça a été vite oublié. Mm. Et en fait, même il y a, à partir du moment où je suis arrivée à 23-24 semaines, on a commencé à me parler d'accouchement à 26 semaines ou 28 semaines, ou 30 semaines. Enfin, c'était vraiment, j'avais un peu l'impression que c'était la roulette russe, que avant Ouais. chaque échographie, ils choisissaient, allez hop, on va lui dire ça. Chaque semaine, on me redemandait toujours si je ne voulais pas procéder à une interruption sélective de grossesse sur Ah ouais. mon plus petit jumeau. Donc ça, pour préserver le plus gros, d'autant que avec la cardiopathie d'Arthur, à ce moment-là, était prévu un geste chirurgical à la naissance pour lui permettre de respirer. Et en gros, on m'expliquait que bah, s'il naissait trop petit, ça compliquait les choses, alors qu'un petit bébé qui naît à terme, ou en tout cas plus gros, ça facilite une opération, anesthésie générale. Enfin voilà, c'était ça à prendre en compte aussi. Donc c'est très culpabilisant parce qu'à chaque fois, on a l'impression qu'on doit faire le choix de, en fait, est-ce que j'avais un peu l'impression que c'était soit j'en privilégiais un, soit je privilégiais C'est l'autre en ça, fait. ouais. Mais Mm. à aucun moment c'était bon pour les deux. Après, moi, il y avait quelque part quelque chose en moi qui me disait qu'ils sont arrivés à deux et que dans tous les cas, il fallait qu'ils fassent tout à deux. Et d'autre part, je refusais d'être un cimetière en fait. Enfin, à un stade aussi avancé, Mm. à 20 semaines de grossesse, même si c'était un tout petit bébé, c'était un bébé et je refusais d'avoir un cadavre en fait. Et je refusais aussi d'avoir un bébé qui soit à côté d'un cadavre. Enfin, vraiment, pour moi, c'était impensable en fait. Et puis, Mm. et on le ressent, enfin vraiment, ils se donnent des coups, ils se répondent. Et voilà, pour moi, c'était, en fait, ils avaient déjà créé un lien tous les deux et il était impensable. Et puis surtout, tant qu'on me disait pas que c'était vrai, même on m'aurait dit c'est mort de chez mort, tant qu'il n'était pas lui-même mort, je pouvais pas le faire moi-même et je pouvais pas prendre cette décision. Ouais. Et donc nous, on a décidé de privilégier les deux. Je me souviens qu'avec mon mari, on est allé voir au cinéma là, le film Un petit truc en plus en se disant bon bah peut-être qu'ils vont naître un peu avec un petit truc en plus chacun et voilà et ça se passera Mm. très bien parce qu'on nous parlait aussi beaucoup de gros risques de handicap, surtout sur le développement du cerveau, sur notre petit Barthélemy qui avait vraiment, lui, enfin, on disait qu'il était inférieur au premier percentile, mais c'est-à-dire qu'il y avait la courbe et puis lui, il planait à 15 kilomètres derrière, hein. Ouais. Il a Mm. atteint les 500 grammes à, je crois, 27 semaines de grossesse, quelque chose comme ça. Enfin, j'avais 50% de discordance entre les deux. C'était, donc, on me disait chaque semaine, ah bah, ils sont toujours là. Enfin, l'air un peu Ouais, ouais, ouais. surpris Mm. ce qui est pas forcément très agréable, mais donc voilà, ça a été du semaine par semaine, avec chaque semaine. Alors au bout d'un moment, quand ils commençaient à me parler de l'interruption sélective, je leur disais non, c'est bon, considérez-moi comme informée, mais ma réponse est non, avant qu'ils aillent au bout de leurs questions, parce que Ouais, parce qu'en fait, ils ont un devoir d'information au début du exactement. rendez-vous. Mm. C'est ça, c'est pour que, enfin voilà, c'est la question de consentement libre et éclairé, d'information complète, etc. Mais voilà, moi, dès qu'ils arrivaient, je sentais qu'ils arrivaient sur ce terrain-là, Ouais. je leur disais non, non, c'est bon, voilà, je suis informée, cochez, oui, c'est bon, patiente informée, mais patiente refuse et voilà. Et donc, à chaque fois, on me parlait de faire les piqûres de corticoïdes, peut-être dans les 10 jours qui allaient arriver pour faire maturer les poumons Les en poumons. cas de Mm. naissance qui allait arriver. Euh, et les médecins ne disaient pas forcément tous la même chose. Après, d'un autre côté, c'était tellement imprévisible aussi. Mais moi, j'ai vraiment eu beaucoup de chance dans le sens où, de l'opération du STT jusqu'à la naissance, je n'ai eu aucun Doppler négatif. Donc, les flux se passaient parfaitement bien. Il y a eu aucun ralentissement cardiaque, aucun monito. Il y en a eu un une fois, mais c'est parce que je sais plus comment ça s'appelle, enfin le patch qui fait le monito avait bougé et avait, je crois, commencé à sentir mon cœur à moi ou une de mes veines. Donc forcément, Ouais. ça donne l'impression d'un gros ralentissement, mais en fait, tout allait bien. Et du coup, c'est vrai que je sortais des... La vraie question, c'était le poids de Barthélemy et Ouais. Mm. la cardiopathie d'Arthur. Mais on n'avait pas de coup de stress sur quelque chose qui allait pas bien. À chaque fois, voilà, tout était nickel. Donc, c'était quand même assez rassurant. En fin de grossesse, enfin en fin de grossesse, comme j'ai accouché à 7 mois de grossesse, finalement à 5 mois, j'avais l'impression déjà d'être en fin de grossesse.
Mais un peu plus tard, on a refait un rendez-vous avec le cardiopédiatre qui nous a annoncé que ce qu'il avait détecté au début, c'était amélioré. Donc on n'était plus sur une cardiopathie aussi grave. On avait toujours des petites imperfections, enfin des petites anomalies, mais Ouais, et en plus, enfin, tout ça était dû au STT, hein, c'est que le cœur s'est formé avec beaucoup trop d'afflux, et donc forcément, il s'adapte en ne fonctionnant pas normalement, mais l'opération précoce du STT lui a permis quand même a permis à son cœur de récupérer, de se mettre mieux, et en fait, finalement, donc là, à ce moment-là, ça nous a aussi beaucoup rassurés parce qu'on nous a dit que si c'était confirmé à la naissance, c'était pas un geste chirurgical dès la naissance. Ça pourrait être super. plus tard Mm. et ça pourrait même se résorber tout seul. Donc là, déjà, on s'est dit, bon, bah, c'est déjà ça en moins comme préoccupation. C'est ça, et ça vous Euh, soulage aussi sur votre choix de vous dire, bah voilà, on n'a pas exactement. choisi de garder les deux au détriment peut-être d'Arthur C'est et de ça. ton opération. C'est ça. Donc même si on nous expliquait toujours que dans le cadre de ces grossesses, souvent le bébé qui est le plus en forme pendant la grossesse, c'est celui qui a le plus de difficultés à la naissance paradoxalement, parce que c'est celui qui est le mieux. Nous, Arthur, pendant la grossesse, il était tout en haut de mon ventre, il vivait sa meilleure vie, alors que Barthélemy, il était tête en bas depuis le début, prêt à sortir, hein. Lui, il était dans le toboggan en train de dire, bon, Ouais, ça quand va est-ce pas à qu'on sort? l'intérieur, faut que je trouve la sortie. C'est ça, et donc ça c'est réalisé à la naissance, hein. C'est Arthur qui a Ouais. eu une détresse respiratoire et pas Mm. Barthélemy. Donc ça, on nous l'expliquait aussi en nous disant attention, attention. Enfin bon, dans tous les cas, il y avait toujours un peu. C'est pas le jeu des médecins que de nous culpabiliser, hein, bien sûr, mais c'est nous informer. Et toute information qu'on reçoit quand on doit faire un choix comme ça est toujours très culpabilisante. Mais en tout cas, donc la cardiopathie a été évacuée, et donc ça, c'était vraiment un gros soulagement pour nous. Enfin, il restait une petite anomalie, mais rien comparé à ce qu'on avait au début. Et donc finalement, c'est quand même allé en s'arrangeant. Et puis je crois que c'était vraiment à l'échographie des 27 semaines quand Barthélemy a passé les 500 grammes, où là, on s'est dit, bon, il peut naître. Enfin, s'il naît, il y aura une prise en charge. Ouais. Et c'est déjà un vrai soulagement. Et donc chaque semaine, on me disait, bah peut-être la semaine prochaine. Enfin voilà, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir 2 échographies par semaine et des monitos tout le temps. Et puis dès que j'avais un doute, on m'envoyait aux urgences. Enfin, vraiment, je crois que je me suis installée à Necker à peu près, à peu près à ce moment-là, quoi. Comment se passent du coup les dernières semaines de grossesse? Parce que tu nous as dit que tu avais du coup accouché avant. Est-ce que c'était un accouchement programmé ou est-ce que ça s'est déclenché naturellement, spontanément? Alors non, c'était un accouchement programmé. Alors là, c'est pareil, on m'a prévu une date de césarienne programmée où on m'expliquait bien que par contre, voilà, ça dépend des places en réanimation parce que euh, déjà, enfin, bon, des places en maternité, mais c'est surtout qu'en réanimation, je crois il y a pas tant de lits que ça. Donc Mm. nous, comme on en a deux d'un coup et qui c'était sûr qu'ils allaient passer par la réanimation néonatale, il fallait qu'il y ait de la place. Donc on m'a dit, voilà, on vous donne une date, ce sera probablement dans cette semaine-là. Mais vous viendrez et on vous dira à ce moment-là. En plus, moi, à ce moment-là, j'ai commencé à avoir un début de cholestase gravidique et je faisais une prééclampsie. Donc, bon, je crois qu'ils se sont dit, allez, on va peut-être pas continuer le... Enfin, voilà, il y a un moment, il faut que ça s'arrête tout ça. Et donc, finalement, ce discours un peu incertain sur la date de césarienne, moi, ça m'a beaucoup aidé parce que bah, le 7 octobre, la veille de mon accouchement, j'étais tellement persuadée que j'allais bien le lendemain et qu'on allait me renvoyer chez moi que, en fait, j'étais pas du tout stressée. J'ai fait mes derniers rendez-vous, alors évidemment, dernière échographies, où on m'a demandé une Mm. dernière fois avant la césarienne, est-ce que je veux pas faire une interruption sélective? Donc, bon, voilà. Mais j'étais quand même plutôt sereine. Alors, j'étais très, très triste hein, de mettre fin à cette grossesse, avec toujours ce sentiment de culpabilité, de pas les garder suffisamment, enfin, de pas avoir réussi à être un terrain d'accueil suffisamment efficace et chaleureux pour eux. Enfin voilà, il y avait toujours ça. Et puis ma fin de grossesse était vraiment très difficile parce qu'ils n'étaient pas bien placés. Il y avait eu toute cette angoisse, j'étais épuisée, je dormais plus depuis des mois. Mais le fait que la grossesse s'arrête, c'était aussi enfin, c'était vraiment dur psychologiquement et je crois que j'étais pas du tout prête à ce que ça s'arrête. Et donc, quand on est parti le lendemain à l'hôpital, moi j'étais un peu saoulée d'être à jeun en me disant, pff, bof, je vais encore être à jeun, j'en ai marre, je vais devoir revenir demain. Enfin voilà, j'étais vraiment dans une optique où ils vont me renvoyer chez moi et je vais pas du tout accoucher aujourd'hui.
Et on est arrivé à 8 heures, donc c'est aux urgences de la maternité qu'on arrive pour avant l'hospitalisation. Ouais. Et ils nous ont fait patienter jusqu'à 11 heures. Et moi, j'étais là, mais bon, c'est un peu long pour me renvoyer à la maison quand même. Et quand à 11 heures, ils sont venus nous dire, bon, bah c'est par là, madame, vous allez aller prendre votre douche à la bétaline et on va passer en césarienne. Hmm. Où là, j'ai eu un petit instant de panique en me disant, mais d'accord. Donc là, j'accouche. C'est maintenant. Ok, très bien. Hmm. Mais du coup, finalement, s'il m'avait vraiment dit 100% sûr que c'était ce jour-là que j'allais accoucher, je pense que j'aurais pas été aussi sereine. Enfin, sereine, si mon mari m'entendait, il me dirait, ouais, ouais, sereine, c'est pas tout Tu ne à fait l'étais le pas. mot. Mais j'étais pas en panique absolue comme j'aurais pu l'être. Et donc voilà, donc je suis partie. Félix était avec moi, il m'avait fait toute une petite playlist bien sympa pour la césarienne. Et puis en fait, la césarienne, ça s'est passé hyper rapidement, quoi. En fait, c'est très court Hmm. pour les sortir. C'est après que c'est très très long pour tout recoudre. Et surtout que moi, tout s'est pas passé parfaitement. Et alors, par contre, ce que j'ai trouvé pas chouette, c'est qu'on m'avait pas prévenu que Félix partirait au bout d'une demi-heure pour suivre les bébés, mais que moi, je resterais toute seule sans ma playlist. Alors, le temps était Ouais. un petit peu long. Mais voilà. Donc, non, non, c'était une césarienne programmée et ça s'est plutôt bien passé, même si Ouais, c'est un accouchement qui reste assez particulier quand on a des enfants qui doivent être pris en charge en bien réanimation sûr. néonate. Est-ce que justement, avant la rencontre, quand toi, tu es encore soit au bloc opératoire, soit en salle de réveil, est-ce que tu as des nouvelles de Arthur et Barthélemy? Est-ce que les médecins Ouais. t'en apportent ou Félix peut-être? Oui, alors déjà, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance parce que, alors c'était rigolo parce qu'ils se sont trompés de bébé. En gros, ils ont inversé Arthur et Barthélemy et ils nous ont dit que c'était Arthur quand ils ont sorti Barthélemy et l'inverse. Donc et en fait, c'est Barthélemy qui a fait le plus de bruit en sortant. Et donc moi, je me suis dit, bah oui, mais en même temps, à ce moment-là, ils m'ont dit que c'était Arthur. Je me suis dit, bon, bah en même temps, c'est mon plus gros bébé, c'est normal qu'il fasse beaucoup de Hmm. bruit. Et pour l'autre, on a eu beaucoup moins de bruit. Et je me suis dit, oh là là, mince, c'est mon petit Barthélemy qui est en détresse. Finalement, on est vite venu me dire, c'est l'inverse. En fait, c'est Arthur qui est en détresse respiratoire et Barthélemy qui se porte comme un charme. Enfin, comme un charme en Oui, on s'entend. réanimation Hmm. néonatale. Mais donc ça a été vraiment une chance pour moi parce que je les ai entendus tous les deux. Puis c'était vraiment mignon parce que pour Arthur, du coup, qui a eu du mal à faire son cri, ils l'ont embarqué et c'est quand il était vers la porte de sortie, donc ça devait faire 30-40 secondes qu'il l'avait sorti, on a quand même entendu un petit cri et le gynécologue qui était en train de m'opérer m'a dit: Vous avez entendu madame, vous avez entendu madame, c'est bon, Ouais. soufflez, soufflez. Hmm. Et on sentait que vraiment tout le monde était hyper investi aussi là-dedans. Alors évidemment, on me les a pas du tout présentés, enfin je les ai pas vus, Bien mais sûr. Hmm. juste le fait de les avoir entendus, c'était pas un accouchement complètement silencieux. Enfin, moi, c'était ça un peu mon angoisse, c'était que je n'entende rien et que je ne comprenne pas que je suis en train d'accoucher aussi. Ouais. Alors que là, ça m'a quand même aidé à comprendre. J'ai entendu mes enfants et j'ai compris qu'ils étaient plus. Enfin voilà, que j'avais accouché et qu'ils étaient nés vivants aussi. Parce que ça, c'était quand même un vrai sujet et donc ça m'a rassurée. Puis en fait, Félix est parti assez vite dans la foulée. Moi, du coup, les médecins ont rappelé les infirmières pour tout de suite pour garder mon placenta, pour pouvoir le prendre en photo. J'étais un peu gênée que tout le monde prenne mon placenta en photo. J'aurais bien aimé le voir, moi aussi, mais bon, Du coup, hein, savoir ce qu'il avait c'est de ça, particulier. exactement. Mais donc moi, ça a été très loin. J'ai eu, je crois, ça a pris 1 heure et demie pour tout recoudre. Et ensuite, je suis partie assez vite en salle de réveil où Félix a pu me rejoindre, me donner des nouvelles, il avait pris des photos. Alors bon, les photos, c'est des petits bébés emballés dans des sacs plastiques. Enfin bon, ça, c'est pas. En même temps, là où on a eu de la chance, Félix et moi, c'est que ce sont nos premiers enfants. Donc on n'a rien vécu d'autre, on n'a pas vécu d'autres naissances, on n'a pas. En fait, c'est notre norme. C'est aussi ce que je disais pendant la grossesse, c'est que tout ça était très compliqué, mais c'était notre norme à nous. Et finalement, je pense que ça nous a permis d'appréhender beaucoup plus positivement les choses parce qu'on n'avait pas d'autres expériences. Et donc, moi, il me les a montrés et c'était mes bébés, quoi. Bon, après, je les voyais pas bien, c'était à travers un sac plastique. Puis surtout qu'à cause de la prééclampsie, je suis restée très très longtemps en salle de réveil, j'y ai passé, je crois, 8-9 heures, quelque chose comme ça.
Ah ouais, Donc, parce que ma effectivement. tension redescendait pas, puis j'ai mal réagi à certains médicaments, enfin antidouleurs, etc. J'arrêtais pas d'avoir des vertiges. Enfin, c'était assez curieux parce que j'avais une tension haute, mais en même temps, je faisais que de faire des malaises. Donc, je suis restée assez longtemps, mais en plus, c'était horrible parce que moi, je voulais tout le temps avoir des nouvelles de mes bébés. Enfin, je voulais savoir ce qu'on leur faisait, pourquoi. Enfin, pourquoi ils étaient pas, pourquoi on pouvait pas me les amener, etc. Et savoir à quoi ils ressemblaient, qui ils étaient. Enfin, Mm. donc ça a été assez long. Félix y est beaucoup allé et du coup il m'envoyait beaucoup. Alors le problème de Necker, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de réseau, donc pour s'envoyer des nouvelles par SMS, c'était un peu compliqué, mais il faisait les allers-retours pour venir me donner des nouvelles tout le temps. Et pour ça, il a été vraiment parfait parce qu'en plus, je pense que c'était pas évident de voir des tout petits bébés comme ça où il y a les premières manœuvres. Enfin. Et c'est le soir c'était vers 21h30, 22h où j'avais pu rentrer dans ma chambre et Félix m'a conduite du coup en réa et j'ai pu les rencontrer et, euh, et c'était assez émouvant parce que Félix était déjà, je le sentais vraiment dans son élément. Il m'a présenté, voilà, ça c'est Arthur, ça c'est Ouais. Barthélemy, voilà ce qu'il a eu, voilà ce qu'on lui a fait, voilà pourquoi c'est comme ça. Et j'ai eu le droit, alors Barthélemy était un peu petit, donc j'ai pas pu le prendre, mais j'ai eu le droit de prendre Arthur dans mes bras dès le premier soir. Et donc ça a été, ça m'a fait un bien fou de me dire, ok, enfin c'est un vrai bébé quoi. C'est mon bébé, j'ai le droit de le Ouais. prendre. Et après, on a commencé à. Enfin, moi, j'ai pas mal campé en néonat, hein. C'est devenu ma deuxième maison. Comment ça se passe justement le séjour en néonate pour les deux? Est-ce qu'il y a des pathologies particulières pour l'un ou pour l'autre, des suites de cette naissance prématurée, du STT ou autre? Alors, la bonne nouvelle, ça a été que la cardiopathie d'Arthur a été complètement infirmée à la naissance. Donc Ouais, là, on s'est retrouvé avec un petit bébé qui finalement n'avait aucune pathologie particulière. Il en a eu plus tard. En fait, il a fait c'est juste au moment de sa détresse respiratoire à la naissance, il a fait un épisode de tachycardie supraventriculaire. Ça s'est tassé et puis c'est 3, 4 semaines après, quand on avait changé d'hôpital. Ensuite, on est allé à l'hôpital Saint-Joseph à Paris dans le 14e. Et c'est là où il a commencé à refaire des épisodes de tachycardie, donc il est suivi pour ça. Mais en fait, on nous a expliqué que il le traitait, il le suivait parce que c'était un petit bébé, mais que le traitement qu'il a, c'est l'équivalent de tuer une mouche avec un bazooka. Donc c'est l'image qu'on nous a donnée. ok. C'est Voilà, c'est parce qu'il est petit qu'on fait ça, mais donc du coup, il a une petite pathologie, il a un petit souffle au cœur aussi, mais enfin, il est clairement pas le seul et c'est pas quelque chose de grave. Mais la cardiopathie a été écartée, donc pour nous c'était déjà une super nouvelle. Et Barthélemy, il avait, à part son petit poids, il n'avait pas de pathologie particulière. Ils ont tous les deux eu la jaunisse du nourrisson, donc ils ont passé une bonne semaine à faire Mm. les lumières violettes, enfin lumière bleue. Ça, c'est un peu pénible parce que du coup, pour faire des câlins, c'est un peu compliqué. Mais non, ce qui a été vraiment compliqué, c'est que Barthélemy, à 3 jours de vie, en fait, ils avaient tous les deux un cathéter central pour faire passer tout ce dont ils avaient besoin, la nourriture, les apports, les médicaments, enfin voilà. Et c'est des tout petits formats. Et en fait, le cathéter de Barthélemy a un peu diffusé, donc il a changé de route et tout le contenu de son cathéter est allé dans son cœur. Et ce qui fait qu'un cœur, quand il est plein d'eau, il peut pas battre. Et donc, il a fait 2 arrêts cardio-respiratoires. Et c'est vrai que ce jour-là, ça a été. Je pense que, très honnêtement, ça doit être la pire journée de ma vie. Ouais. Et j'en ai encore beaucoup. Enfin, c'est beaucoup d'émotions à chaque fois que j'en Mm. reparle. Parce qu'en fait, c'était une journée. Bon, moi, j'étais maman depuis 3 jours avec des petits bébés en néonat. J'essayais de comprendre un peu comment tout fonctionnait encore. C'était le matin où Félix était parti à la mairie pour déclarer leur naissance, donc c'était une journée plutôt positive. Et, euh, et ce matin-là, moi, je suis allée voir, parce que du coup, au bout de un peu plus de 24 heures, Arthur a quitté l'AREA, où ils étaient dans la même chambre pour partir en soins intensifs. Ouais. Et Barthélemy était censé le suivre assez rapidement, parce que tous les deux allaient plutôt bien. Donc là, c'était un peu pénible, parce qu'ils étaient plus dans le même service, plus dans la même chambre. Donc, il fallait un peu se couper en deux pour aller les voir l'un et l'autre. Mm. Donc moi, j'avais commencé par passer une petite tête pour voir Barthélemy. Il dormait, il y avait personne, donc je me suis dit bon bah je vais aller voir Arthur. J'ai fait les petits soins d'Arthur, etc. J'ai repassé une tête pour voir Barthélemy et là il y avait une infirmière qui était là, qui m'expliquait qu'il désaturait pas mal, que
que ça allait pas trop, mais que c'était pas elle son infirmière, donc c'était déjà un peu compliqué. Puis finalement, l'infirmier qui s'en occupe est arrivé, m'a dit non, non, vous inquiétez pas, c'est l'appareil, votre enfant va très bien, vous inquiétez pas. Vous revenez tout à l'heure pour lui faire ses soins, allez voir Arthur, faites votre câlin avec lui et vous reviendrez faire le câlin avec Barthélemy juste après, il y a aucun souci. Moi, je pars voir Arthur, je discute un peu avec l'infirmière et je lui dis que je suis un peu stressée et je lui demande si elle peut pas aller passer une petite tête quand même en réa parce que quand ils sont petits comme ça, quand on fait un câlin, un pot à pot avec eux, on part pour minimum 3 heures de câlin. Si on fait Ok. moins, ça leur demande une dépense d'énergie trop importante Mm. pour si peu. Donc c'est vraiment, on s'installe, enfin voilà, faut avoir tiré son lait avant, fait pipi avant, pris sa bouteille d'eau, son petit bouquin, enfin on s'installe pour un long moment. Et donc moi j'étais quand même un peu stressée et je sentais que ça allait pas trop. Et, euh, et elle me dit non, non, il n'y a pas de souci. Enfin, elle y va et elle revient me voir en me disant non, non, Barthélemy va très bien. Il désature un petit peu, mais rien d'alarmant. Enfin, à ce moment-là, des bébés qui désaturent à 3 jours de vie aussi petits que ça, c'est un peu le quotidien, quoi. Ouais. Donc voilà, puis moi comme après il tarde un petit peu à me retirer Arthur et que en fait je voulais qu'il me repose Arthur à midi pour avoir le temps d'aller déjeuner, tirer du lait pour ensuite être à 12h45 pour les soins de Barthélemy. Je repasse pas une tête chez Barthélemy et je vais tout de suite à ma chambre. Je commence à tirer du lait et là toute fière de moi je me dis ah c'est la première fois que je vais manger un repas chaud, que c'est bon, je vais tirer mon lait, etc. Et à ce moment-là, je reçois l'appel d'un des pédiatres qui me dit écoutez, madame, Barthélemy fait son deuxième arrêt cardio-respiratoire. On est en Waouh. train d'essayer de le stabiliser. On ne sait pas si on va y arriver. Il faut monter tout de suite. C'est assez critique. Donc là, je hurle. Enfin, Mm. vraiment, un truc. Euh, En fait, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Je sors de ma chambre complètement déboussolée. J'appelle mon frère qui lui aussi a eu des jumeaux, préma, Bien etc. sûr, oui. Mm. Alors le pauvre en plus, je l'appelle, il est en plein milieu de sa journée de boulot en lui expliquant que mon bébé a fait des arrêts cardiaques. Enfin, je crois qu'il a pas trop compris. Puis moi, j'étais en crise d'hystérie totale. Je suis tombée sur une infirmière adorable qui m'a prise par la main, qui m'a emmenée en réa. Vraiment, j'arrivais pas à parler. J'étais en état de choc total. Et on m'a emmené voir un des pédiatres qui m'a pris dans une petite salle, qui m'a expliqué ce qui se passait et qui m'a dit qu'ils étaient encore en train d'essayer de le stabiliser, qu'ils avaient sûrement trouvé la raison de ces arrêts, que c'était sûrement le cathéter, qu'ils avaient pu ponctionner, qu'ils avaient pu pratiquer le massage cardiaque, donc que son cœur ne s'était pas complètement arrêté et qu'ils avaient pu maintenir une activité cardiaque. Donc, s'ils arrivaient à bien le stabiliser, normalement, les séquelles devraient être limitées, mais encore fallait-il qu'ils puissent le stabiliser. Et donc, il m'a envoyé en soins intensifs pour voir Arthur en me disant, bah, allez voir votre autre bébé, je vous tiens au courant. À ce moment-là, moi, j'avais écrit à Félix, qui du coup, Félix s'est dit, bah, je vais faire une déclaration de naissance, mais est-ce qu'il va falloir que je fasse une déclaration de décès au même Waouh. moment? Et voilà, moi j'ai appelé ma sœur qui est médecin, qui m'a fait faire de la respiration par téléphone. J'étais avec Arthur. Enfin, c'était, ça prend aux tripes. Enfin, vraiment, c'était quelque chose. Et puis surtout, bah, c'est mon petit bébé qui a eu tellement de, enfin, c'était pour lui qu'on s'est le plus inquiété aussi pendant toute cette grossesse. Et je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, il va pas mourir à 2 jours de vie d'un arrêt cardiaque. C'est hors de question. Enfin, vraiment, ça aussi, c'était inenvisageable pour moi. Et en plus, bah, il y avait ce côté où ça fait 2 jours que je suis maman, quoi. Enfin, je découvre ce que c'est que. En plus, je suis maman de petits bébés que je peux pas prendre quand je veux dans les bras, enfin, qui sont en néonat, etc. Donc c'est aussi une approche de la enfin, de la parentalité qui est assez différente. Et là, donc vraiment, c'était tout se mélanger dans ma tête. Enfin voilà, je pense que j'ai eu la plus grosse frayeur de ma vie, qui est donc arrivée de ma vie entière et de ma vie de maman aussi. J'espère que j'en aurai pas d'autres Mm. comme celle-là, mais qui est arrivée très très vite. Et finalement, on m'a rappelé assez rapidement après pour me dire qu'il était stabilisé, qu'ils avaient pu l'intuber, que je pouvais venir le voir. Donc on y est allé. Et là, très vite, on nous a confirmé que tous ces organes avaient pu être, enfin,
l'afflux sanguin s'était jamais arrêté, que tous ces organes étaient encore bons. C'est pour le cerveau que ça a mis un petit peu plus de temps, où on n'a pas pu nous confirmer dans les 48 heures, mais en même temps, les suites de la prématurité font que il peut y avoir aussi des problèmes dans le développement du cerveau. Donc ça, c'est plus là en fin de néonat qu'on nous a confirmé que tout était bon. Mais donc voilà, pour nous, tout est, en tout cas en termes de problèmes de santé, ils ont eu aussi le cas classique des petits garçons prématurés et jumeaux surtout. Ils ont eu tous les deux une hernie inguinale où ils ont dû se faire opérer tous les deux, mais c'est pareil, hein, c'est pas, enfin, vu tout ce qui nous avait été prédit, je trouve qu'on s'en tire quand même vachement bien avec nos deux bébés. Donc ils ont pu sortir des néonates il y a combien de temps, du coup, tes petits garçons? Arthur, il a fait 6 semaines de néonat. Ouais. Lui, il est sorti le 18 novembre. Et Barthélemy, lui, il a fait 9 semaines et il est sorti le 11 décembre. Parce que c'est vrai qu'on a toujours 2 kilos d'écart entre les deux. Barthélemy, il Mhm. a beaucoup plus de mal à prendre du poids, mais c'est un reste du syndrome transfuseur-transfusé aussi. Pareil, il y a des questions d'anémie. Enfin, ils ont un suivi particulier pour la suite de ce syndrome parce que ça peut avoir des répercussions. Alors, pour l'instant, on a notre premier rendez-vous avec le pédiatre qui est expert là-dessus à la fin du mois de février. On sait juste que voilà, Barthélemy surtout a fait des petites prises de sang pour vérifier son taux de fer, et puis c'est surtout aussi sur son développement. Enfin, il est toujours bien inférieur au premier percentile sur sa croissance. Là, ça y est, il a fêté 4 mois et quelques et il est à 4 kilos, enfin. Mais donc voilà, Arthur lui rejoint les courbes, mais ça reste, il est rentré dans la courbe, on va dire, mais il a une très belle croissance. Mais voilà, donc on a eu 3 semaines d'écart entre les deux sur les sorties. Et donc quand Arthur était à la maison, bah on faisait parce que c'était long en fait. Si jamais on est venu plusieurs fois avec Arthur, où on a passé la nuit aussi pour être tous les quatre dans la Vous chambre de aviez le droit de Barthélemy. revenir avec Arthur. Ouais, ils nous ont Ouais. laissé son petit lit et ils ont été pour les jumeaux. Et ça, c'est des associations aussi comme SOS Préma qui se bataillent, enfin qui bataillent pour ça aussi et qui se battent pour les droits des parents des bébés prématurés. Et en fait, alors bon, je sais pas si c'est leur combat spécifiquement, mais ça fait partie des, je pense, des choses très positives qu'ils ont apportées dans le combat de la néonate. Et en tout cas, parce que Arthur, il a eu plusieurs hospitalisations après, parce qu'il a été malade, puis il s'est fait réopérer. Là, dans ces cas-là, on n'a pas le droit d'accompagner Barthélemy. Mais dans le cadre de la néonate, il n'y avait pas de souci. C'était vraiment un peu le pas de séparation de la famille, en fait. Déjà, et puis pour que les bébés puissent préserver leur lien de gémellité. T'en as parlé justement un peu des suites du STT pour l'un et pour l'autre. Tu vois quand même cette différence de poids entre tes deux garçons, qui avait aussi un risque d'anémie pour Barthélemy, donc qui était le plus petit des deux. Est-ce qu'il y a des risques potentiels pour Arthur du fait d'avoir reçu un peu trop pendant la grossesse? Alors, pour l'instant, on n'a pas toutes les infos. En fait, on nous a donné un peu, on nous a dit un peu tout et son contraire là-dessus. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup d'attentes du rendez-vous qu'on va avoir à la fin du mois pour avoir vraiment les informations précises sur tout ça. Mais pour Arthur, forcément, lui aussi, il est complémenté en fer et il a aussi des risques d'anémie parce qu'il a été aussi imbibé. Enfin, il a eu beaucoup pendant un moment. Et maintenant, il a beaucoup moins. Mais c'est quand même plutôt sur Barthélemy qui fait le suivi. Après, c'est sur les deux, forcément. Le STT, c'est à deux et ils sont à deux. Et donc, le suivi est pour les deux. D'autant que ça peut jouer, en fait, beaucoup sur leur développement, finalement, sur plein de choses. Et même si Arthur, lui, pour l'instant, il n'y a aucun souci de développement, on n'est pas à l'abri qu'il y ait quoi que ce soit qui arrive dans enfin voilà, ensuite du STT, mais je voudrais pas trop m'avancer parce que comme voilà, on m'a donné des quelques petites infos, mais quelqu'un puis après on m'a donné d'autres infos, puis après ça c'est la magie aussi, hein. Souvent on a 1000 informations qui sont pas du tout les mêmes et qui se contredisent complètement. Donc là-dessus c'est pour ça que j'attends beaucoup de ce rendez-vous-là et surtout pour savoir un petit peu ce qu'on doit faire parce que entre tel pédiatre, parce que nous on a beaucoup de suivi. On a les cardiopédiatres, on a aussi là les pédiatres de la chirurgie viscérale pour la hernie inguinale, on a le pédiatre de ville pour le suivi classique, puis on a le pédiatre du réseau prématuré
pour le suivi de la prématurité, et puis on a le pédiatre du STT pour le suivi, enfin Hmm. voilà. Et entre le pédiatre qui nous dit que Barthélemy grossit pas assez, donc il faut le réveiller toutes les 4 heures la nuit pour lui donner à manger, et le pédiatre qui nous dit qu'il faut surtout pas le réveiller parce que s'il dort, c'est qu'il dort et qu'il a besoin de récupérer. Enfin, en fait, je pense que il n'y a pas de bonne façon, c'est juste qu'il faut qu'on en trouve une. Et, euh, et donc, je pense que ce pédiatre-là, qui vraiment, lui, est en même temps spécialisé pour leur pathologie et en même temps pour la prématurité, je pense que lui me donnera des informations, pas que les autres qu'on m'ait données soient bonnes ou mauvaises, mais je pense qu'elles seront peut-être plus adaptées à notre situation. Mais je trouve que voilà, le discours médical est pas forcément toujours linéaire et c'est pas bon pour mes angoisses et pour ma culpabilité, ça. Merci d'avoir écouté Coup Double. Si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser une note depuis votre plateforme d'écoute préférée, puisque c'est vraiment ce qui aide le podcast à se faire connaître et à continuer de grandir. De mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, chaque double naissance est une aventure unique, mais vous ne la vivrez pas seule.